Ça fait déjà 9 ans que j'ai changé ma façon de consommer. Je me souviens très bien, c'était l'année de mes 19 ans, j'ai commencé à me poser énormément de questions sur notre façon de consommer dans cette société, sur cette société finalement capitaliste qui poussait à travailler toujours plus pour acheter toujours plus, qui poussait à la compétitivité entre les individus. En fait, cette année-là, j'étais en plein dans ma classe préparatoire qui préparait à l'entrée aux grandes écoles de commerce. Donc forcément, au niveau libéralisme, néolibéralisme, on était au top à cette époque et ça m'a vraiment fait réfléchir en fait à tous ces sujets-là. Depuis, j'ai adopté clairement des systèmes de consommation qui à l'époque étaient très originaux, qui maintenant ne sont plus tant que ça originaux parce que notre nouvelle génération se pose vraiment beaucoup de questions sur l'écologie, sur l'impact que nos achats ont également, pas que sur la planète, mais sur les animaux, sur les humains qui travaillent loin de chez nous et dont on ne connaît pas forcément les conditions de travail. Depuis cette période de remise en question, il y a 9 ans, j'ai continué en fait à consommer ou à non consommer certains produits. Il y en a des nouveaux qui se sont ajoutés, il y en a que j'ai finalement recontinué à consommer parce que j'en avais réellement besoin et c'était bien le sujet. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les 15 objets de ma vie quotidienne que je n'achète pas ou que je n'achète plus et qui pourtant restent extrêmement courants dans les foyers français en général. Bienvenue donc dans les 15 choses que je n'achète pas pour économiser de l'argent, mais économiser bien d'autres choses. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, évidemment cette vidéo ne se veut pas jugeante, vous consommez ce que vous avez envie de consommer en votre âme et conscience. Il y a aussi des besoins qui peuvent être extrêmement différents en fonction des familles, en fonction des personnes, donc vraiment j'ai aucun jugement sur le fait que vous puissiez consommer des choses que moi je ne consomme pas ou plus. L'objectif c'est simplement de vous exposer ce que moi je fais, peut-être de pouvoir vous donner des idées ou des nouvelles pistes de questionnement, mais également de pouvoir échanger sur ces sujets-là, puisque l'espace commentaire est ouvert pour qu'on puisse en discuter. Le premier objet que je ne consomme plus du tout, pourtant il y en avait à l'époque chez mes parents, ce sont des bouteilles en plastique et notamment des bouteilles d'eau plate en plastique. Il peut nous arriver rarement d'acheter de l'eau pétillante en bouteille parce qu'on adore se créer nos propres sodas avec, en mettant des sirops de fruits et en mélangeant avec de l'eau pétillante. Ça nous permet un petit peu de contrôler la quantité de sucre qu'il y a dans notre boisson. Mais pour ce qui est de l'eau plate, vraiment on n'achète jamais de bouteille d'eau plate pour la simple et bonne raison qu'on a décidé de consommer l'eau du robinet. Alors je sais que l'eau du robinet n'est pas parfaite en France, elle est quand même contrôlée, mais je sais qu'il y a des controverses autour de ça. Du coup on se pose quand même la question de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas acheter un filtre tout simplement pour installer directement sur notre robinet? Si vous avez des conseils de bons filtres à installer comme ça, vraiment je suis hyper preneuse dans l'espace commentaire. Mais globalement ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'on a tout simplement une carafe. Pas une carafe filtrante, parce que de ce qu'on a compris et de ce qu'on a recherché, les carafes filtrantes c'est bien, mais il faut vraiment veiller à changer le filtre tous les mois, ce que très peu de personnes font au final. Ça représente quand même un certain budget sur l'année, et je trouve que ça représente aussi un système de consommation qui vous force finalement à continuer de consommer tous les mois quelque chose en fait pour boire votre eau. Donc nous on a décidé tout simplement de mettre ça dans une carafe. Moi j'insistais sur le fait d'avoir une carafe qui soit fermée, parce que je ne veux pas qu'il y ait la poussière environnante de l'air en fait qui aille dans notre eau. Et donc voilà, on a deux carafes, comme ça on peut les alterner et les laver. Franchement ça nous convient très bien. Au niveau du goût de l'eau du robinet, alors ça dépend de l'endroit où vous habitez, mais sachez que si vous laissez reposer en général l'eau pendant à peu près 1 heure, que ce soit au frais ou à température ambiante, normalement elle aura vraiment perdu le goût léger un petit peu de chlore qu'il peut y avoir dessus. Donc la première chose qu'on n'achète pas, ce sont des bouteilles en plastique pour l'eau plate. La seconde chose, et je vous en avais beaucoup parlé lors de notre déménagement ici il y a bientôt 2 ans, ce sont les meubles neufs. C'est vrai qu'on avait fait un gros effort à l'époque pour ne pas aller dans les très grandes enseignes qui vendent un petit peu, j'ai envie de dire, du fast meublement, c'est-à-dire où finalement les meubles sont de moins en moins bonne qualité avec les années malheureusement. Et nous on voulait pas en fait consommer de ces meubles-là. En plus il y a toute une question qui se pose autour des ressources en fait naturelles, même si ce sont des ressources renouvelables comme par exemple le bois, et on a décidé d'acheter l'immense majorité de nos meubles d'occasion. Donc pour ça il y a énormément de plateformes en ligne qui vous permettront d'en trouver. Ça permet de faire des économies non seulement comme dit de ressources, mais aussi d'exploitation humaine et également tout simplement d'argent. Les seules choses qu'on a achetées neuves sont les choses plutôt de type, j'ai envie de dire, tissu. Donc par exemple, on a acheté notre matelas qui était neuf, également notre canapé qui était neuf pour des raisons d'hygiène, mais également parce que par exemple pour notre canapé, on a cherché pendant
tellement longtemps un canapé qui convenait à mon compagnon et finalement on n'a pas réussi. Donc le compromis qu'on a trouvé pour le canapé, ça a été de certes l'acheter neuf, mais de l'acheter sur commande, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune surproduction dans cette entreprise et c'est un canapé en fait qui a été fait main artisanalement en Espagne, donc ça nous convenait franchement très très bien au niveau de l'éthique et finalement on est très très contente de ce canapé. Mais pour tout le reste de nos meubles, vraiment tout ça, ça a été acheté d'occasion parce que vraiment c'est ce qui nous convenait le mieux. On a cherché mais tellement longtemps pour trouver des meubles qui nous conviennent vraiment, parce qu'il faut savoir que cet appartement on y est durablement et de ce fait c'est un petit peu différent je trouve d'acheter des meubles d'occasion lorsqu'on est installé durablement vs lorsqu'on est installé par exemple pour une colocation. Je trouvais que pour une colocation c'était beaucoup plus facile parce qu'on fait beaucoup moins la fine bouche, même pour une location on sait qu'elle va être relativement courte durée. On n'a pas forcément envie en fait de se casser la tête à se dire ce meuble il va être parfait parce qu'on sait très bien qu'il va pas rester longtemps dans nos vies, mais là on est installé pour un bout de temps donc on avait vraiment envie d'avoir des meubles en fait qui nous convenaient réellement, qui allaient réellement durer, qui allaient aussi être cohérents en fait dans la déco. Et finalement ce qui nous a le plus convenu c'est d'aller chez l'antiquaire. Vraiment autant vous dire, après des semaines et des semaines où on passait tous nos week-ends à aller chez Emmaüs, à aller dans les ressourceries etc, l'antiquaire ça a été beaucoup mieux pour nous. Alors il y a différentes sortes d'antiquaires, il y a des antiquaires qui sont très chic, très riche on va dire. Là ça nous convenait pas évidemment parce qu'on n'a pas envie d'avoir nécessairement ni ces prix ni ce style chez nous, mais il faut savoir qu'il y a des antiquaires ou des brocanteurs, brocanteuses d'ailleurs, qui ont des très bonnes pièces. On est aussi allé chez la brocanteuse et sur Strasbourg je peux vous conseiller l'antiquaire d'hiver Alsace qui nous a vraiment convenu en termes de prix et de style, et également sur Dambar-la-Ville on avait beaucoup aimé une brocanteuse qui est en centre-ville. Alors je crois que sa boutique n'a pas spécialement de nom, mais si je retrouve l'adresse je vous la mettrai également en description. Le problème qu'on a eu sur ce sujet là c'est qu'on a trouvé ça difficile comme dit de trouver le bon endroit pour acheter nos meubles, mais une fois qu'on a trouvé on était vraiment très très contente. Le troisième objet, et c'est même toute une catégorie d'objets, ça fait très très longtemps que je n'en consomme plus, j'en ai presque jamais consommé en réalité dans ma vie, ce sont des vêtements neufs, et notamment des vêtements issus de la fast fashion. Je ne vais pas vous refaire tout un topo sur la fast fashion, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Si c'est pas le cas, je vous invite à faire vos recherches, mais il faut savoir que c'est quand même une industrie qui est extrêmement polluante, mais également extrêmement néfaste pour les droits humains tout autour du monde. Et c'est vrai que je vous l'ai déjà dit par le passé sur cette chaîne, mais moi j'ai grandi avec une mère en fait qui achetait ses vêtements elle-même d'occasion et donc qui achetait les nôtres d'occasion. Il y a eu une petite période lorsque j'étais adolescente, que j'avais genre 14 ans, où je me suis sentie tellement différente des autres, j'avais trop envie d'aller acheter un pantalon neuf dans un magasin parce que on ne le faisait pas du tout, et que c'est vrai que je me sentais très en décalage à l'époque avec mes camarades de classe, notamment parce qu'à l'époque le fait d'acheter de seconde main n'était pas du tout stylé comme ça peut être le cas aujourd'hui. C'était vraiment quelque chose de sale, de dégoûtant, qui était réservé aux pauvres, et quand on connaît le classisme qu'il y a dans notre société, on sait qu'il y a une discrimination envers les pauvres. Et je suis très très heureuse de voir qu'aujourd'hui il y a plein d'influenceuses qui se sont saisies en fait du sujet, que les médias ont suivi pour rendre ça quelque chose de cool. Mais du coup j'achète vraiment sensiblement tous mes vêtements d'occasion, et surtout j'en ai pas tant que ça, donc ça m'aide bien. Le seul truc qui est problématique c'est que j'ai pris du poids ces dernières années, et c'est vrai que c'est pas toujours évident je trouve de trouver dans les tailles hautes en fait, au-delà du 42, je trouve que c'est pas évident de trouver des vêtements. Je suis vraiment très très contente d'avoir presque toujours consommé des vêtements de seconde main. Et vous-même vous savez, si vous consommez pareil, on peut trouver des pépites pour tellement moins cher, mais vraiment au niveau du budget, c'est incroyable à quel point une fois qu'on comprend qu'on n'est pas obligé d'avoir 3 tonnes de vêtements et qu'en plus on peut les acheter d'occasion pour pas trop cher, on réduit mais drastiquement notre budget par rapport à des personnes qui vont acheter leurs vêtements en magasin, et ce régulièrement. J'ai toujours trouvé d'ailleurs que les vêtements avaient un prix un peu exagéré lorsqu'ils étaient vendus dans le commerce, et je pense honnêtement que c'est pas une mauvaise impression, parce que quand on voit le faible pourcentage qui est attribué aux personnes qui créent réellement les vêtements vs simplement la boutique qui vous les vend, en fait l'enseigne, la grande marque, la chaîne qui vous les vend, on se rend compte effectivement que la marge elle est quand même un petit peu extrême pour seulement une partie de la ligne de production, mais pas toutes les parties, et je trouve ça aussi également un petit peu injuste. La quatrième chose qu'on n'achète pas dans ce foyer, ce n'est pas que moi, c'est également mon compagnon, et là je sais que ça va sûrement faire débat dans les commentaires etc, c'est des billets d'avion. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on n'achète plus du tout de billets d'avion. La raison, je pense qu'elle est assez évidente, c'est pour des raisons écologiques.
Il faut savoir que on serait censé atteindre 2 tonnes en fait de bilan carbone par personne et par an, et uniquement avec un billet d'avion long courrier on peut déjà atteindre ces 2 tonnes, donc ça va vraiment très très vite, sachant que déjà de base en France c'est extrêmement difficile d'atteindre ces 2 tonnes, tout simplement parce qu'il y a une consommation incompressible qui va être liée à la société dans laquelle on vit, aux infrastructures, etc. Mais là, je m'étale. Je vais pas vous mentir, ça nous fait envie parfois de se dire on va faire des beaux voyages, on va aller loin, on va prendre l'avion, ça va être tellement plus pratique que de prendre le train ou que de galérer pendant des jours et des jours. Mais honnêtement, actuellement, on peut se permettre de faire des vacances plutôt proches de chez nous, ça nous convient bien, et donc pour toutes ces raisons, on a vraiment décidé de réduire au maximum le fait d'acheter des billets d'avion, et là ça fait déjà plusieurs années qu'on n'en achète plus du tout. D'ailleurs sur ce sujet là j'ai un petit coup de gueule parce que je trouve que encore en tant qu'individu consommer des billets d'avion c'est une chose, on peut avoir ses raisons de le faire, etc. Mais ce que je trouve vraiment très délétère c'est toute la publicité qu'il y a autour du fait de prendre l'avion, de partir en vacances très loin, etc. Et je dois dire que parmi mes collègues influenceuses et influenceurs, je vois quand même pas mal de personnes qui promeuvent quand même assez activement les voyages en avion, même si elles vont pas forcément spécifier et parler spécifiquement de l'avion. On voit très bien que si tu pars en fait aux États-Unis pour 2 semaines, on sait très bien que tu as pris l'avion, sinon tu en aurais parlé. Et vraiment, je vois pas mal de personnes, même dans certaines personnes que je suis, qui pourtant sont des personnes qui sont engagées, etc. Mais même les personnes qui sont pas engagées, dans tous les cas, il n'y a pas à taper plus sur les personnes qui sont engagées, bien au contraire. Mais je dois dire que ces derniers mois, j'ai été un peu déprimée, voire parfois un petit peu contrariée de voir certaines collègues influenceuses franchement promouvoir des voyages qui se font par avion et qui sont des voyages qui ont des impacts écologiques énormissimes et qui ne nous permettent pas du tout de maintenir les 2 tonnes de CO2 par personne et par an, mais vraiment très loin de là. Et je trouve ça vraiment délétère parce que je trouve qu'en tant qu'influenceuse, on devrait quand même faire attention à ce qu'on promeut. Honnêtement, je me dis pourquoi pas en tant qu'influenceuse, si on a besoin ou envie ou que sais-je de prendre l'avion, pourquoi pas le faire, mais je trouve ça vraiment délétère d'utiliser en fait ce moment-là pour faire de la création de contenu et donc pour mettre en avant, voire faire de la publicité pour ces voyages, parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux et honnêtement voilà, je tenais à le dire, je le dis en toute bienveillance, je trouve ça très dommage, je trouve que vraiment c'est totalement délétère pour l'ensemble de la société et pour notre avenir commun vis-à-vis de l'écologie, etc. Donc si je peux le dire ici, je suis contente de le faire. La 5e chose que je n'achète pas, au final vous allez voir c'est plein de choses, c'est garder cette habitude d'acheter un produit en plein d'exemplaires et normaliser le fait d'avoir un produit en plein d'exemplaires. Je dois dire que pour moi c'est devenu quelque chose de plus du tout normal depuis que j'ai été plus dans une démarche minimaliste, parce qu'au final on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui vont avoir 25 paires de chaussures mais qui vont finalement en porter que 4 ou 5 au quotidien, qui vont avoir 4 paires de soleil mais qui vont en porter qu'une seule, qui vont avoir 10 maillots de bain mais qui au final ne vont en porter que 2, ou bien vont en porter plus mais à chaque fois juste quelques fois. Je vois régulièrement des hauls passer pareil sur internet, ou même simplement lorsqu'il y a des room tours, des home tours, etc. Des personnes qui vont avoir tout simplement une même chose en plein d'exemplaires. Et c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'ai complètement arrêté de faire. J'ai une paire de soleil, d'ailleurs j'avais l'occasion de réavoir des paires de soleil pour pas cher, vous savez avec les offres chez les opticiens lorsqu'on doit changer ses lunettes tout simplement. Et j'avais refusé tout simplement la 2e paire, parce que c'est une paire qui est comme dit plus ou moins offerte, en disant tout simplement que j'en avais pas besoin en fait. J'ai une casquette, j'ai une paire de soleil, j'ai vraiment une paire de chaussures pour chaque usage et c'est tout en fait. Je vais pas aller chercher beaucoup plus loin. Même pour ce qui est par exemple des draps à la maison, on a 2 paires de draps en fait pour tout simplement pouvoir les changer lorsqu'on les lave. On n'en a pas beaucoup plus que ça. Donc je dirais qu'il y a des fois où je vais trouver des objets dans la rue par exemple, ou bien on va me donner des objets parce que quelqu'un cherche à s'en débarrasser. Dans ces cas-là, je vais pouvoir avoir plusieurs exemplaires parce que je les ai pas consommés et que si j'en ai l'utilité, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'aller acheter des choses en plein d'exemplaires comme ça, c'est très normalisé, et pour autant je trouve que ça devrait pas être normal en fait. On devrait normaliser le fait d'avoir un objet ou peut-être 2 objets de la même catégorie, les utiliser jusqu'à la fin et ensuite les changer si nécessaire. J'ai repris la lecture activement depuis quelques temps, ça a accompagné le fait que j'ai cherché à me déconnecter un peu plus de mon téléphone parce que j'avais une réelle addiction au téléphone, notamment aussi parce que je travaille énormément sur mon téléphone, donc c'est assez légitime. Mais bref, j'ai donc réduit mon temps d'écran et j'ai recommencé à lire beaucoup plus. Donc je lis à la fois des romans mais également des bandes dessinées, et j'adore lire des bandes dessinées. Mais par contre je n'en achète pas et j'ai vraiment décidé que je n'en achèterai pas.
Alors je sais hein, que c'est génial de soutenir les librairies indépendantes, de soutenir toute cette art autour de la bande dessinée, mais c'est vrai que moi le problème que j'ai avec l'achat de bande dessinée, c'est que déjà en général ça coûte assez cher puisque ce sont des beaux livres, donc c'est tout à fait légitime, mais on est souvent entre 20 et 30 euros pour une jolie bande dessinée, et le problème que moi j'ai, vous me direz si c'est la même chose si vous lisez des bandes dessinées, c'est que je les lis extrêmement rapidement, vraiment en 1 heure en général, c'est torché, c'est fini, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas forcément envie d'investir à chaque fois 30 euros et finalement moi j'aime pas trop forcément garder les objets chez moi, donc au final je finis toujours par les remettre dans une boîte à livres ou ce genre de choses, et je me dis honnêtement les 30 euros n'ont pas forcément été ultra bien investis et le budget pour acheter des bandes dessinées régulièrement peut vraiment monter très très haut. Donc ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai renouvelé ma carte à la bibliothèque et du coup je lis des bandes dessinées que j'emprunte à la bibliothèque tout simplement. Si je me trompe pas, je crois savoir que les bibliothèques n'achètent pas les livres au prix auquel nous on les achète, puisqu'elles les achètent en plus, je pense, d'une sorte de droit d'auteur, de droit de diffusion de l'ouvrage. Donc dans tous les cas, je me dis que voilà, je sais pas à quel point le système est juste ou pas au niveau des bibliothèques. Si vous travaillez dans le milieu de l'édition, n'hésitez pas à me le dire, je suis pas au courant. Mais en tous les cas, je suis partie du principe que c'était plutôt une option relativement éthique. Et donc le 6e objet que je n'achète pas, ce sont des bandes dessinées, malgré le fait que j'en lis très régulièrement. Si c'est la première vidéo que vous voyez de moi et que ce que vous voyez vous plaît, eh bien bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous vous abonnerez pour suivre mes autres aventures. Mais si vous me suivez déjà et que vous me connaissez, vous savez peut-être qu'on a adopté une chienne il y a quelques temps qu'on adore qui s'appelle Ebrel. Et il y a une chose que nous n'achetons pas pour Ebrel, c'est de la pâtée, de l'alimentation donc qui est plutôt liquide. Pourtant elle adore ça et donc on lui en fait maison tout simplement. Honnêtement, les produits qui tournent autour des animaux dits de compagnie, ce sont en général quand même des produits très très chers. C'est pareil pour ces jouets, on en achète très peu des neufs, on en achète beaucoup d'occasion. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre dans cette vidéo, mais j'ai plutôt décidé de vous parler de la pâtée que je fais maison pour Ebrel. Donc Ebrel, elle est nourrie de façon végane. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous demande de ne pas vous épancher dans les commentaires en disant que je maltraite ma chaîne parce que je fais ainsi. On est suivi par une vétérinaire nutritionniste. Tout va extrêmement bien chez cette chienne, elle est suivie, elle a des bilans sanguins, etc. Tout va bien. Et donc je vous ai déjà parlé du fait qu'on lui prépare une pâtée végane, qui est en grande majorité bio également, et on le fait maison. Je le fais une fois par semaine. C'est tout un travail hein, quand même, je vais pas vous mentir, parce que il y a des légumineuses à l'intérieur qu'on cuit maison, donc c'est assez long à cuire. Il faut mixer, mélanger, rajouter des produits, rajouter des compléments alimentaires pour que tout ça soit très équilibré. Mais honnêtement, je suis très très contente de le faire, parce que l'autre chienne c'est quand même une gourmande on va dire, elle aime bien manger, même si elle est assez difficile, assez picky, et lorsqu'elle trouve quelque chose qu'elle aime, elle peut en manger quand même en grosse quantité. Et en fait j'ai vraiment remarqué que les croquettes finalement, elle a des croquettes mais elle en consomme finalement assez peu par rapport à si on la nourrissait uniquement de croquettes. Je pense que ça la cale pas en fait dans son estomac, tandis que lorsque je lui donne de la pâtée faite maison, quelque chose de liquide, de plus liquide en tous les cas, même si c'est semi-solide finalement, et d'appétant, en fait elle va le manger et je remarque qu'elle est beaucoup plus satisfaite avec de la pâtée. D'ailleurs peut-être que si vous avez eu des chiens dans votre vie, vous savez qu'ils ont tendance à manger des trucs à l'extérieur, même ça peut aller jusqu'aux excréments, et vraiment on a remarqué avec Ebrel que lorsqu'elle a sa pâtée maison, elle s'intéresse beaucoup moins à ce qu'il y a à l'extérieur, elle va pas fouiner dans les bosquets, aller manger tout plein de trucs, parce qu'elle est satisfaite tout simplement, donc c'est un bon indicateur pour nous. La pâtée c'est donc quelque chose que nous n'achetons pas pour Ebrel et que nous faisons maison. Le 8e objet que je n'ai pas acheté, c'est de la vaisselle neuve. Je dois dire que vraiment, la vaisselle, je trouve que c'est quelque chose qui est tellement facile de trouver d'occasion. Il y a tellement de la belle vaisselle pour 2-3 fois moins cher que ce qu'on va vous vendre dans des boutiques vraiment, mais de fast déco en fait, j'ai envie de dire. Donc franchement honnêtement je trouve que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à la vaisselle d'occasion. En plus si comme moi vous avez un style spécifique que vous aimez bien, un peu style porcelaine, que ce soit anglaise ou ce genre de style, franchement vous allez être beaucoup mieux servi d'occasion. Même parfois je trouve ça très ironique parce que je vois des boutiques, vraiment des grandes chaînes qui produisent à très grande échelle et qui vendent à très grande échelle, reproduire des modèles vintage en fait, et je me dis mais quel dommage, ces personnes vont aller payer des objets en fait neufs
qui sont pas du tout aussi qualitatifs, hein, parce qu'il faut se dire que tout ce que vous achetez d'occasion et qui est en bon état, ce sont des produits qui ont duré dans le temps, donc qui vous ont déjà prouvé en fait leur qualité tout simplement. C'est notamment énormément le cas pour les meubles en bois brut, etc. Si vous achetez d'occasion, vous êtes sûr que ce meuble-là, il a peut-être 100 ans potentiellement, et pour autant, il est encore en excellent état, donc c'est quand même un très bon indicateur. Et je trouve que c'est pareil pour la vaisselle, pour certains vêtements, etc. Je dois dire que j'adore acheter de la vaisselle ancienne. Là, on commence à avoir suffisamment chez nous, donc tant qu'on n'aura pas en fait cassé des choses, je n'en rachèterai pas. Mais tout ça pour dire que ça coûte pas cher, c'est super joli. Moi, ça m'offre vraiment du bonheur au quotidien, parce que lorsque je mange dans une belle assiette, eh bien ça me fait réellement plaisir. Et honnêtement, parfois, je me dis, c'est vraiment dommage de manger dans des assiettes qui nous procurent pas de joie. Après, je sais que c'est des sensibilités différentes, qui en plus vont s'abîmer juste en coupant quelque chose dans l'assiette avec la trace du couteau. Donc honnêtement, si vous y avez jamais pensé, bah penchez-vous-y, parce que c'est vraiment très intéressant et très joli ce qu'on fait d'occasion en termes de vaisselle. Le 9e point, on en revient justement comme dans l'introduction à 9 années en arrière, ce sont les produits animaux. Il y a 9 ans, j'ai décidé de devenir végétarienne et il y a 8 ans, j'ai décidé de devenir végane. Et depuis, je suis 100% végane. De toute façon, si vous me suivez, je pense que vous savez, puisque mon métier, c'est la création de contenu quand même en grande majorité autour de la cuisine végane. J'ai à cœur de tout simplement vous proposer des recettes faciles, accessibles, pas très chères, gourmandes, qui soient véganes tout simplement. Et donc c'est quelque chose que je n'achète plus du tout depuis 8 ans. Ce sont n'importe quel produit animaux, que ce soit de la viande, du poisson, des mollusques, que ce soit des produits laitiers, des œufs ou du miel. Vraiment, je n'achète rien de tout ça et je m'en sors très très bien, je mange hyper bien au quotidien. Au début, bien sûr, c'était un ajustement. Comme tout grand changement d'habitude, forcément c'est un ajustement au début, mais ensuite c'est devenu une habitude et donc maintenant c'est tout aussi facile pour moi de manger vegan que ça l'est probablement pour vous de manger omnivore si vous mangez omnivore. Et c'est vrai que quand on y pense, en mangeant vegan, on peut très bien avoir un tout petit budget. En fait, au final, je trouve qu'en mangeant vegan, on peut avoir un gros budget alimentaire, tout comme on peut avoir un petit budget alimentaire. Ça dépend évidemment de la possibilité, de l'envie, de la façon dont vous cuisinez, etc. Mais mine de rien, c'est vrai que ne serait-ce que réduire les produits animaux sur son budget alimentaire, en général, ça fait quand même baisser drastiquement les prix. On peut penser à plein de produits végétaux qui sont quand même extrêmement économiques et qui apportent des nutriments similaires, voire de meilleurs nutriments aux produits animaux. Et pour ce qui est des courses, comme je cuisine énormément, il y a aussi plein de produits transformés qu'on n'achète pas, notamment au niveau des protéines végétales. Je fais mon tempeh maison depuis quelques mois et c'est extrêmement bon. En plus, le tempeh, je trouve que si on l'achète en magasin bio, il est assez cher. Donc si vous voulez en acheter et ne pas forcément le faire maison, je vous conseille plutôt de l'acheter en épicerie asiatique, mais à savoir qu'on le trouve pas dans toutes les épiceries asiatiques. Mais dans tous les cas, c'est pas gênant parce que je fais mon tempeh maison. D'ailleurs, je vous avais proposé la recette dans l'une de mes vidéos. Si ça vous intéresse, je vous mets ça dans le petit i. Également le seitan, je fais pas mal de seitan maison, c'est un aliment exceptionnel qui remplace vraiment très bien la viande, qui contient énormément de protéines et très peu de glucides, donc c'est vraiment très pratique. Je le fais maison, alors j'en achète parfois mais c'est plutôt pour Ebrel parce qu'elle adore ça et ça me permet de ne pas avoir à faire du seitan sans sel puisque les chiens sont censés manger avec très peu de sel ou pas de sel du tout. Mais pour ce qui est du seitan qu'on mange, mon compagnon et moi au quotidien ou presque, eh bien je le fais maison et du coup il est très savoureux avec plein d'épices et forcément du sel. Également le pain sans gluten que j'aime bien réaliser à la maison pour varier tout simplement avec les pains classiques que je fais tout le temps maison et que je n'achète jamais dans le commerce. Franchement, mes pains sans gluten, je vous ai proposé mais des dizaines de recettes sur ce compte et sur mon Instagram. Et honnêtement, les pains sans gluten que je fais à la maison sont bien meilleurs et beaucoup plus nutritifs aussi que tous les pains sans gluten que j'ai pu goûter du commerce. Donc, et beaucoup moins cher surtout, donc ça nous fait faire des économies. Également tout ce qui est gâteaux, alors pas les biscuits qu'on a tendance à acheter, mais les gâteaux en tant que tels, je les fais toujours maison. Ça c'est pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même assez peu de gâteaux vegan dans le commerce et en plus ça me permet quand même forcément d'avoir des ingrédients qui sont meilleurs, mais aussi plein de plats préparés. Franchement, on n'achète presque jamais des plats préparés. Pour la simple et bonne raison que déjà c'est rare d'en trouver en vegan, mais aussi parce que en général c'est quand même très cher. Du coup je prépare presque tous nos plats et presque tout ce qu'on mange en vrai à la maison. Après il faut aussi savoir que forcément c'est mon métier de faire la cuisine. Donc voilà, aucune culpabilisation à vous si vous avez besoin de consommer des produits en fait qui sont déjà cuisinés pour vous, aucun problème. J'en profite pour vous dire, c'est vraiment très important pour moi, ne vous comparez pas aux personnes dont c'est le métier.
Donc c'est-à-dire si vous avez envie de faire du sport et que vous suivez des influenceuses, influenceurs sport sur les réseaux sociaux, ne comparez pas votre corps à la façon dont ils et elles ont sculpté leur corps, parce que c'est leur métier. Donc littéralement en fait, tout le temps que vous passez à votre métier, ben, ils et elles le passent à sculpter leur corps en fait. Donc c'est logique et légitime que ces personnes-là aient un corps peut-être plus musclé que vous. Pareil pour moi en fait, mon métier en grande partie, bon c'est de créer du contenu évidemment, pas que autour de la cuisine mais en grande majorité, donc forcément l'immense majorité de ce qu'on mange à la maison est fait maison, mais aussi parce que je passe mon quotidien en fait, le temps que vous passez à votre travail, moi je le passe à cuisiner, donc c'est logique en fait que j'ai le temps de faire le pain maison, le seitan maison, le tempeh maison et tout plein d'autres choses. Et là je vous ai cité 2 exemples, mais honnêtement c'est pareil pour énormément de sujets, donc c'est quelque chose que j'ai percuté il n'y a pas si longtemps, bref, parenthèse fermée, mais c'est un sujet que je trouve très intéressant, dites-moi si vous aviez déjà réfléchi à ça. La 10e chose que je n'achète pas du tout, mais alors pas du tout, ce sont des sacs à main. Je dois dire que je suis une femme qui consomme pas finalement tant que ça de choses vraiment dites féminines, et c'est vrai que les sacs à main, c'est pas du tout quelque chose, non seulement dont j'ai le besoin, mais c'est pas non plus quelque chose dont j'ai l'envie, ni même vraiment l'utilité. Je trouve que c'est pas très pratique. Je sais pas comment vous faites si vous avez un sac à main, vous. Je trouve que ma génération porte un petit peu moins de sac à main que la génération par exemple de nos mères. Et finalement, je trouve qu'un sac à main c'est pas très pratique à porter sur l'épaule, etc. Moi, tout ce que j'ai, c'est un petit sac en bandoulière que j'ai depuis au moins 5 ans, que ma mère m'avait donné, donc voilà, je ne l'ai pas acheté, et il est très pratique, il me sert pour tout, à la fois pour sortir la chienne avec toutes les choses que je dois emmener avec moi lorsque je sors la chienne, mais aussi pour tout simplement sortir à l'extérieur, prendre mes petites affaires, etc. Il me convient parfaitement, donc voilà, un sac en bandoulière, je trouve que ça fait moins mal à l'épaule qu'un sac qu'on va porter, un sac à main en fait tout simplement, et je trouve ça plus pratique. En plus, vous savez, la plupart des sacs à main sont faits en cuir, même si évidemment il existe des marques véganes avec des cuirs à base de fruits ou de légumes ou de champignons, donc c'est super chouette. Mais voilà, jamais j'irai acheter un sac neuf avec du cuir, donc bon, ça participe aussi à cette déconsommation. La 11e chose que je n'achète pas, ça va être des routines de soins maximalistes. Donc par là, j'entends des routines de soins qui vont comprendre plus de 3 produits à peu près, que ce soit pour me laver le corps, pour me laver les cheveux, pour prendre soin de ma peau, de mon visage. Vraiment, j'ai très peu de produits. J'ai une routine qui franchement, honnêtement, est vraiment minimaliste. Pour mes cheveux, j'ai un produit ou 2 produits, et pour mon visage, c'est la même chose. Et franchement, ça me convient très bien comme ça. Je n'ai pas le besoin personnellement d'avoir plus. Après, je comprends parfaitement que ça puisse être le cas. Je tiens à dire aussi que je pense que le marketing joue un petit peu là-dessus. Je pense qu'on cherche un petit peu à nous faire consommer beaucoup de produits. Je sais qu'il y a des produits qui sont très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Sachez juste, si vous vous posez des questions sur les rides, sur la fatigue de la peau avec l'âge, etc., que d'après mes recherches au niveau des études scientifiques, ce qui a réellement prouvé être efficace pour la peau, pour réduire l'apparition des rides avec le temps, parce que je sais que c'est une peur que beaucoup de gens et notamment de femmes ont. Ce qui a été mis en avant, ça a été globalement avoir une crème hydratante. Voilà, donc une crème hydratante, c'est pas ce que j'appelle quelque chose de maximaliste, j'ai une crème hydratante. Tout simplement garder votre peau en fait hydratée en permanence ou à peu près. Et la deuxième chose, c'est s'exposer le moins possible au soleil. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai trouvé sur ce qui a vraiment été prouvé scientifiquement, et pourtant il y a beaucoup de choses qui ont été vraiment recherchées. Donc voilà, quand on y réfléchit, au final, une crème solaire, s'exposer le moins possible, avoir un chapeau, une casquette, ne pas sortir en plein cagnard aux horaires auxquels il fait le plus chaud et auxquels le soleil est le plus haut, et également avoir une crème hydratante. Probablement aussi avoir une relativement bonne hygiène de vie. Si vous avez la possibilité de bien dormir, moi je sais par exemple que dès que je dors mal, ou que je dors beaucoup moins, ou que je me couche beaucoup trop tard sur une certaine période, que je suis trop stressée ou ce genre de choses, j'ai tout de suite des boutons sur le visage, alors que lorsque j'ai une bonne hygiène de sommeil, mon visage devient beaucoup mieux assez vite, et j'entends personne parler du fait que le sommeil joue énormément sur la qualité de la peau, mais voilà, aussi des boutons, etc. Donc après, je sais que c'est personnel, mais parfois on n'a pas forcément besoin d'avoir 15 produits pour son visage. La génétique aussi joue beaucoup, et malheureusement, on ne peut rien y faire. Je les ai classés dans la même catégorie. Il y a également le maquillage que je ne consomme pas. Je me maquille extrêmement peu, et au quotidien je me maquille pas du tout. À titre d'exemple, dans cette vidéo, je ne suis pas du tout maquillée. Après, je tiens à dire, parce que parfois on me fait des compliments sur ma peau, etc. Et c'est très gentil, mais sachez que dans tous les cas, les caméras viennent toujours un petit peu lisser la peau, hein. On voit jamais les pores de la peau, etc. Et c'est tout à fait normal, donc pareil, ne vous comparez pas à ce que vous voyez à l'écran, parce que ma peau, si vous la regardez en réel de beaucoup plus proche, sera beaucoup moins jolie.
entre guillemets jolie, en tout cas beaucoup moins lisse on va dire que ce qu'elle paraît à l'écran actuellement. Mais le maquillage c'est vraiment quelque chose que j'ai en grande majorité arrêté, et c'est vrai qu'il me restait quand même des produits, de la poudre, des choses comme ça, des petits baumes à lèvres que j'avais d'avant lorsque je me maquillais, donc je les ai gardés et ça me suffit amplement. Et toujours dans la même catégorie, parce que sinon ça me faisait trop d'objets dans la vidéo, j'ai mis les rasoirs, que ce soit pour mon compagnon ou pour moi-même. Nous n'achetons pas de rasoir, moi je me rase pas en fait tout simplement, j'ai eu tout un processus au niveau de l'acceptation de mes poils qui fait que... Dites-moi si d'ailleurs c'est un sujet qui vous intéresserait que j'aborde, le sujet des poils lorsqu'on est une femme. Moi ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui c'est que j'ai une tondeuse, mon compagnon également a sa propre tondeuse, donc lui il l'utilise pour sa barbe, et moi je l'utilise de temps en temps lorsque j'en ressens l'envie ou le besoin sur mes jambes et sur mes aisselles tout simplement. Mais globalement franchement si je l'utilise 3 fois dans l'année c'est vraiment ce que je fais au maximum, mais j'ai quand même ma propre tondeuse et donc je n'ai pas de rasoir. La deuxième chose qu'on n'achète pas du tout avec mon compagnon, ce sont des pastilles pour les WC. Je dois dire que je n'aime pas trop ces produits pour plusieurs raisons, mais notamment parce que déjà ils contiennent plein de colorants en fait qui se retrouvent dans l'eau et je trouve pas ça forcément top. Et ensuite je trouve que ces pastilles là, non seulement elles coûtent cher, elles sont souvent quand même assez polluantes, elles arrivent souvent dans un petit truc en plastique là qu'il faut changer quand même régulièrement, mais en plus de ça, je trouve que ça cache un petit peu la saleté. Alors je sais pas si vous êtes d'accord avec moi sur ce point de vue là, mais je trouve qu'en fait comme il y a de la couleur dans l'eau et que souvent il y a de la mousse, on a l'impression que les toilettes sont toujours propres, alors qu'en fait si vous regardez vraiment dans la cuve des toilettes, en fait c'est pas forcément propre, il y a peut-être un petit dépôt ou ce genre de choses, j'ai l'impression que ça nettoie pas vraiment. Donc nous ce qu'on préfère faire c'est qu'on utilise tout simplement de l'acide citrique. Je fais bouillir de l'eau dans ma bouilloire, je mets 2 cuillerées à soupe d'acide citrique dans ma bouilloire directement, ça vient détartrer également ma bouilloire donc c'est très pratique, et ensuite je mets l'eau bouillante dans les toilettes, je viens frotter une première fois, je laisse reposer toute la nuit, donc je fais le soir avant de se coucher, et le lendemain matin avant de faire notre premier pipi, on vient nettoyer avec la brosse tout simplement. Évidemment pensez bien également à rincer votre bouilloire, même si l'acide citrique ça ne craint pas, hein, c'est juste en gros une particule du citron, donc tout va bien, mais globalement il faut quand même la rincer, et honnêtement ça nous convient très bien, voilà, donc moi je suis pas gênée au niveau, je sais pas, des odeurs ou ce genre de choses, on n'a pas de problème avec ça, donc les pastilles WC c'est vraiment quelque chose que nous n'achetons pas. Le 13e objet qu'on n'achète pas dans cette maison, il est double, ce sont des serviettes pour manger en papier et également du sopalin, tout simplement parce qu'on a des serviettes réutilisables en tissu. Dans ma famille, on a toujours fait comme ça, on les lave une fois par semaine et c'est très bien comme ça honnêtement. Chacune a sa serviette ou bien non, on partage les serviettes. Ça dépend des foyers, moi les deux me conviennent parfaitement. Et pour ce qui est du sopalin, je dois dire qu'on utilise plutôt une éponge, voilà, et si vraiment il y a quelque chose qu'on peut pas récupérer à l'éponge, on va utiliser un peu de papier toilette, mais ça arrive tellement rarement que franchement ça vaudrait pas le coup d'acheter du sopalin pour ça. La 4e catégorie, ce sont des abonnements à des plateformes de streaming, notamment tout ce qui est Disney+, Netflix, Amazon Prime, toutes ces choses-là. On n'en a pas du tout pris, non seulement parce que je trouve que c'est quand même un certain coût à l'année, mais en plus parce que je préfère en vrai qu'on n'achète pas ça, parce que je pense que si on l'avait, on le regarderait forcément, c'est légitime, on voudrait que ce soit rentable et aussi on aurait plus de tentations. Et honnêtement, je suis plutôt dans une démarche de vouloir partager autre chose avec mon compagnon que d'être tout le temps devant les écrans, parce qu'on l'a beaucoup été, même si on regarde des choses ensemble. Et honnêtement, je préfère qu'on discute, parfois je fais même la lecture, donc je vais lire un livre et il m'écoute, et du coup on partage ça, ou bien voilà, on va discuter, on va jouer à des jeux, on va écouter de la musique. Mais disons que je n'aurais pas de problème au fait qu'on regarde ensemble ces plateformes-là, mais non seulement ça nous fait économiser de l'argent de pas les acheter, mais en plus ça nous met pas cette tentation tous les soirs en fait, et honnêtement je trouve ça mieux, donc c'est la raison pour laquelle tout simplement on a décidé de ne pas prendre ce genre d'abonnement. La 15e catégorie d'objets que nous n'achetons pas, mon compagnon et moi, c'est des souvenirs de certains endroits. C'est vrai qu'il y a souvent des boutiques à souvenirs, ce genre de choses. Et je sais pas vous, mais moi il y avait toute une période de ma vie où c'était obligatoire d'acheter un souvenir lorsque j'allais dans différents événements. Et finalement, avec le temps, j'ai totalement arrêté de le faire parce que, encore une fois, je suis plutôt dans une démarche minimaliste que dans une démarche maximaliste de consommation. Et donc je vois pas trop l'intérêt honnêtement. Les seules choses que j'ai pu acheter ces dernières années, je l'ai acheté 2 fois parce que vraiment j'adore les avoir avec moi, et aussi parce que en termes de consommation ça reste très léger. Ce sont des billets, des vrais billets mais de 0 € qui vont être estampillés en fait en fonction du lieu dans lequel vous l'achetez. Donc j'en ai un de Strasbourg vu que j'habite à Strasbourg depuis 2 ans, et j'en ai un de la Cité des Sciences à Paris. Je les adore, je les vois régulièrement, je trouve ça hyper rigolo d'avoir un billet de couleur violette mais qui n'a pas une valeur de 500 €, qui a plutôt une valeur de 0 €.
Et je trouve qu'au niveau consommation, ça reste extrêmement raisonnable. Mais voilà, sur 2 ans, j'en ai acheté 2 tout simplement. Mais tout ce qui est magnet, stylo, petit carnet pour écrire, tous ces objets-là en fait, j'ai totalement arrêté de les acheter, petites peluches, etc. Et globalement, je n'achète pas des souvenirs. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas nécessité d'avoir un souvenir physique pour finalement se créer de réels bons souvenirs, parce que au final, ce qui reste réellement dans la tête, c'est plutôt les souvenirs psychologiques qu'on a du moment, les moments créés sur le coup. Et honnêtement, je sais pas vous, mais moi, de toute façon, ces petits souvenirs-là, à l'époque où je les achetais, je les ai pas gardés avec les années. Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien acheter par exemple des mugs ou des choses qu'elles vont utiliser au quotidien. Je trouve que c'est un bon juste milieu, mais voilà, ça rentre dans la catégorie du fait de pas acheter en énormément d'exemplaires le même objet. Dites-moi en commentaire quelles sont, vous, les choses que beaucoup de gens autour de vous consomment mais que vous ne consommez pas, et les raisons pour lesquelles vous ne les consommez pas. Dites-moi s'il y a des choses qui vous ont étonné, qui sont différentes de moi, de ce que j'ai dit dans cette vidéo, ça m'intéresse énormément. Si vous avez des envies de prochaines vidéos sur cette chaîne, surtout n'hésitez pas à me le dire, parce qu'en ce moment je me creuse la tête pour trouver plein d'idées, et je sais pas en fait si ce sont des bonnes idées ou pas des bonnes idées, donc je serai hyper preneuse de vous, tout simplement, vos envies, comme ça pourra me permettre de répondre aussi à vos envies et qu'on puisse partager quelque chose au travers de l'écran. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour me soutenir, c'est gratuit et ça fait vraiment du bien à la chaîne. On se retrouve tout de suite sur une autre vidéo de ma chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.